Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Africafé consacré à l'état de l'économie africaine en 2023. Nous traversons une période d'incertitude exceptionnelle qui émerge de différents facteurs. Nous vivons encore les conséquences et les séquelles de la pandémie de Covid-19, les conséquences de la guerre russo-ukrainienne et les défis posés par les changements climatiques. Cette période d'incertitude, elle est accompagnée par un certain découplage économique entre les grandes puissances, notamment la Russie, l'Union européenne et la Chine. Elle est accompagnée aussi par une certaine compétition technologique accrue qui impose des politiques industrielles agressives et beaucoup plus protectionnistes et participe aussi à la redéfinition des politiques macroéconomiques dans les pays occidentaux. Dans cet état d'incertitude, elles impactent bien évidemment l'économie africaine à travers différents canaux de transmission. Elles génèrent de l'inflation, elles permettent de générer aussi de l'insécurité énergétique et alimentaire et entravent la croissance de l'économie mondiale à l'échelle globale. Pour explorer en profondeur ces défis économiques, nous avons le plaisir aujourd'hui d'inviter avec nous M. Al-Arabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South et professeur affilié à l'Université Mohamed VI Polytechnique. M. Al-Arabi Jaïdi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Merci. Alors, vous dirigez le rapport annuel sur l'économie africaine, qui est bien évidemment sous votre direction et qui sera présenté dans la première édition de l'Africa Economic Symposium organisé par le Policy Center for the New South. D'abord, un petit mot sur cette manifestation et sur ce rapport en général. Le rapport, c'est maintenant une activité annuelle du Policy Center auquel collabore un nombre important de chercheurs, aussi bien de chercheurs qui font partie de la communauté du PCNS, comme des chercheurs nationaux et en même temps ouverts sur la contribution d'experts et de chercheurs en Afrique. Évidemment, cette année, c'est la première fois où nous organisons un symposium économique international. Ce symposium s'inscrit dans cette logique de diversifier évidemment notre ouverture sur nos partenaires. Jusqu'à présent, nous tenions des symposiums sur la question géopolitique ou sur la question des matières premières. Une fois que cet acquis a été consolidé d'établir des rapports annuels, nous sommes aujourd'hui en état d'organiser un symposium international sur la base évidemment de nos travaux antérieurs, mais aussi pour nous projeter pour l'avenir. Et c'est l'occasion d'élargir le champ des échanges avec tous ceux qui s'intéressent à l'économie africaine de par le monde, et plus particulièrement, évidemment, les Africains, qu'ils soient chercheurs ou qu'ils soient décideurs. Voilà donc la finalité de ce symposium. Chaque année, le symposium va choisir un thème particulier. Cette année, au-delà des questions macroéconomiques que vous avez évoquées, sur lesquelles nous reviendrons, le thème central qui a été retenu, c'est celui de l'impact de la recherche scientifique et technologique sur la croissance africaine aujourd'hui et demain. Parce que nous considérons justement que c'est un des thèmes de l'heure à l'échelle mondiale et que l'Afrique ne va pas rester à l'écart de cette réflexion sur l'impact des ruptures technologiques sur son devenir. D'abord, une première question, c'est un peu sur l'environnement macroéconomique international et sur les risques qui entourent le continent. Les risques économiques peuvent provenir de différents facteurs, tels que les fluctuations du marché, les crises financières, les politiques gouvernementales. Comment ces fluctuations mondiales actuelles peuvent-elles affecter la stabilité économique et financière du continent? Le risque est généré par une incertitude. Donc le premier moment, c'est d'essayer d'approcher cette incertitude, ou ces incertitudes. Vous en avez évoqué dans votre introduction, celle qui aujourd'hui marque la conjoncture depuis quelques années, 2 ou 3 ans, de l'économie mondiale et de l'économie africaine. La guerre de l'Ukraine qui perdure, alors qu'on pensait qu'elle allait être très rapidement jugulée. La question du changement climatique qui s'intensifie par ses effets et par ses formes d'expression multiples. Mais en même temps et surtout, aujourd'hui, une nouvelle donne, c'est les grands échanges et les grandes tensions autour de la technologie mondiale, parce qu'elle a des dimensions pas seulement économiques, elle a des dimensions de sécurité, elle a des dimensions même militaires. Et donc par conséquent, la question c'est de voir comment l'Afrique se positionne dans le monde face à ces incertitudes. Quand on dit incertitude, c'est-à-dire il y a des interrogations sur le cours que vont prendre les événements relatifs à ce domaine. On peut évidemment, d'un point de vue statistique, mathématique, affecter une pondération à chacune de ces incertitudes. Mais au-delà de l'approche quantitative, l'intérêt c'est de voir comment cette incertitude va agir sur le comportement
des acteurs, que ce soit les nations, que ce soit même les décideurs au niveau international, que ce soit enfin tout simplement les consommateurs et les producteurs. Donc c'est ça le bridge que l'on établit entre une incertitude dont on ne mesure pas encore de manière précise l'occurrence ou la probabilité de se manifester, mais en même temps de voir quel serait son impact si elle se manifeste en tant que telle. Évidemment, nous avons vu que l'incertitude est liée, comme vous dites, à des phénomènes, à des chocs qui se produisent aujourd'hui, dont on peut mesurer l'ampleur. Et donc là, le risque, c'est quel va être l'impact et les conséquences de ces chocs et de ces incertitudes sur le continent africain. Le continent africain n'est pas, disons, fait d'un seul bloc. Il y a des pays qui le composent régionalement, mais en même temps en fonction de leurs capacités, de leurs ressources. Donc il y a une hétérogénéité de situation. Mais de manière générale, comme vous le savez, l'Afrique aujourd'hui occupe un pourcentage très faible dans la production mondiale et dans les échanges mondiaux. Mais en même temps, c'est un bloc humain extrêmement important. Donc les chocs exogènes qu'elle reçoit ou qu'elle subit vont avoir un impact très important sur les conditions de vie de ses citoyens. Et donc la nécessité, c'est de s'interroger sur les politiques publiques à la fois africaines, comment elles prennent en considération l'évolution des politiques publiques mondiales et comment elles s'adaptent. Le terme que l'on utilise de manière générale, c'est celui de la résilience économique. On dit souvent que l'Afrique est résiliente parce qu'elle a des ressources, parce qu'elle a des capacités de réaction. Mais il y a la résilience à court terme, mais en même temps la résilience à long terme, c'est celle qui nécessite des réflexions sur les stratégies, sur les modèles de développement et sur la capacité du continent à parler d'une seule voix face à l'évolution du monde. Et dans ce contexte un peu agité, où il y a des tensions géopolitiques internationales, etc., où nous vivons les conséquences du changement climatique, etc., qu'en est-il de la question des équilibres macroéconomiques, qui se réfèrent généralement à l'équilibre entre inflation, chômage, croissance économique? Les gouvernements et les banques centrales cherchent à maintenir ces équilibres pour assurer la stabilité économique. Comment l'inflation a-t-elle évolué en Afrique ces 2 dernières années, par exemple? Et quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour réduire ces effets sur le pouvoir d'achat des citoyens? Un des chocs les plus apparents, effectivement, que subit aujourd'hui l'Afrique, c'est l'évolution des prix à la consommation dans chacun des pays. Et l'inflation est devenue un phénomène mondial. Nous savons quelles sont les causes de ce mécanisme d'explosion des prix, notamment dans un premier temps par l'explosion des prix des matières premières, notamment l'énergie, mais aussi les produits alimentaires, plus particulièrement les céréales, mais pas que les céréales. Et donc, par conséquent, cette inflation qui a été propulsée par ce déséquilibre et en même temps ces tensions que connaissent les marchés des matières premières que je viens de citer, a des répercussions sur le taux d'inflation au niveau national. En général, on considère que l'Afrique, l'impact des prix des matières premières internationaux, notamment la catégorie des prix des matières premières que je viens de citer, ou l'ensemble des produits énergétiques, alimentaires, les engrais aussi, impactent l'inflation dans les pays africains autour de 30%, 30 à 35%. Mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, l'Afrique est très ouverte. Elle dépend pas seulement des matières premières, elle peut être même productrice de certaines matières premières, pas celles-ci. En tout cas, il y a des pays évidemment qui produisent du pétrole, mais la plupart des pays africains sont vulnérables d'un point de vue alimentaire, du fait de leur agriculture qui ne se transforme pas du point de vue de la productivité, du point de vue de l'offre de manière assez rapide pour faire face aux besoins. Et donc, en fait, l'inflation est aussi générée par des chocs exogènes liés à l'importation des produits, des produits manufacturés, des produits de consommation, des produits d'équipement et des biens intermédiaires. Donc, le 30% ne concerne que l'impact des matières premières. Et qu'est-ce qu'on observe? Les statistiques sont là pour montrer qu'il y a un certain nombre de pays où le taux d'inflation a atteint presque 50 à 40% annuellement. Le Zimbabwe, mais pas que le Zimbabwe, d'autres pays africains, notamment dans l'Afrique centrale. Est-ce que ce taux d'inflation est généré uniquement par un choc exogène? Le choc exogène est un choc évidemment qui impacte la formation des prix, notamment dans les secteurs que je viens d'évoquer, mais qui est relié aussi par les circuits d'intermédiation, par les coûts des intrants dans un certain nombre d'activités. Et donc la question est la suivante. Face à un phénomène qui est mondial,
pour lequel l'Afrique pâtit plus que d'autres pays. Comment faire face à ces situations de tension inflationniste? L'inflation, évidemment, est combattue à travers un certain nombre de politiques, notamment la politique monétaire que vous venez de soulever, c'est-à-dire la capacité des banques centrales à juguler cette inflation par des politiques des taux d'intérêt, notamment pour contrôler les liquidités, en même temps l'alimentation de l'inflation par les différents acteurs nationaux. En fait, il y a un phénomène de transmission de l'inflation exogène, de l'inflation qui vient d'une source extérieure, et comment enfin elle est reprise, reliée par les mécanismes internes de l'économie. Et à la limite, enfin, l'Afrique peut peut-être juguler relativement cette inflation, pas seulement par des politiques monétaires, mais par politiques d'offres. Or, les politiques d'offres qui permettent d'offrir sur le marché des produits qui connaissent enfin ces tensions rencontrent évidemment un certain nombre de difficultés. Donc on voit ici à une cause qui est beaucoup plus structurelle. Comment évoluent les politiques agricoles? Comment évoluent les politiques industrielles? Comment évoluent les politiques des services? Pour être en mesure justement de compenser ce choc externe par une réaction de l'offre intérieure. Donc il y a un effet de choc externe, mais aussi un effet, disons, lié à des structures de l'économie africaine qui sont désarticulées et qui ne permettent pas donc enfin de faire face à cette inflation. Évidemment, les banques centrales africaines ont réagi comme toutes les banques centrales de par le monde. Hein, par l'augmentation générale des taux d'intérêt. Voilà, par lui des taux d'intérêt, parce que l'on considère que maîtriser l'inflation, c'est maîtriser évidemment les taux d'intérêt, le coût de l'argent, etc. Mais on s'aperçoit que, quelle que soit l'importance enfin, des politiques des taux d'intérêt, l'inflation ne peut pas être régulée uniquement par une variable monétaire, quelle que soit son importance. D'autant plus que pour des pays comme l'Afrique, qui connaissent une désarticulation de leur structure économique, d'offres, et qui en même temps ont un système financier très instable, peu étoffé, qui ne réagit pas souvent à la politique monétaire impulsée par la Banque centrale avec la rapidité, en même temps des mécanismes, avec la célérité qui s'impose. Nous savons qu'évidemment les politiques des taux d'intérêt peuvent avoir un effet, comme je disais, de maîtrise de la masse monétaire en circulation, de la liquidité, mais il faut agir aussi par d'autres biais. Il faut agir par d'autres biais parce que la politique budgétaire reste, qu'on le veuille ou non, un des instruments les plus importants, tout en maîtrisant la dépense, de pouvoir affecter les ressources de chacun des pays pour améliorer les conditions de l'offre, justement, et de l'offre productive, de l'offre dans ce secteur. Donc aujourd'hui, l'Afrique est en train de penser comment trouver la bonne combinaison entre des politiques budgétaires qui, tout en contrôlant enfin, le déficit, parce que le déficit peut alimenter l'inflation, améliorent l'efficacité de la dépense, mais en même temps faire en sorte que les politiques monétaires améliorent leurs effets de transmission. Leurs effets de transmission, parce qu'un taux directeur de la Banque centrale, il faut qu'il soit relié par les banques en tant que telles, à la fois dans leur pratique des taux d'intérêt vis-à-vis enfin, de l'entreprise, ou vis-à-vis tout simplement enfin, des ménages qui s'endettent pour améliorer leur niveau de consommation. Donc voilà un peu l'enjeu aujourd'hui auquel est confrontée l'Afrique pour faire face à un phénomène exogène relayé par des mécanismes structurels internes, pouvoir jouer sur les deux leviers les plus importants, mais en dosant à la fois la politique monétaire pour qu'il y ait plus d'efficacité à travers le mécanisme de transmission du taux d'intérêt sur l'économie réelle, et d'un autre côté, faire en sorte que la politique budgétaire soit disons, moins gaspilleuse de ces ressources qui sont limitées et auxquelles il faudrait prêter une grande attention pour leur meilleure affectation pour améliorer l'offre de production. Merci beaucoup. Je reviens sur la question des besoins de financement de l'Afrique. Les capacités de financement du continent sont aujourd'hui mises à rude épreuve. Les apports financiers extérieurs représentent forcément une source importante pour le financement du développement, mais leur impact reste quand même limité. Qu'en est-il des investissements intra-africains? Comment ils progressent? Est-ce qu'ils permettent tout de même d'agir pour répondre aux besoins de financement du pays, notamment en infrastructures, dans des secteurs structurants comme les infrastructures en énergie, etc. Tous les organismes internationaux ou les organismes africains comme l'ABAD ou comme d'autres ont mis l'accent beaucoup cette année sur ces incertitudes financières que connaît l'Afrique. Mais à part les pays exportateurs de matières premières, et plus particulièrement des pays exportateurs de pétrole qui ont vu leur excédent
de ressources s'améliorer, tous les autres pays africains connaissent aujourd'hui une certaine rarification de la ressource et une tension sur la ressource. Il y a deux manières de le faire pour pouvoir être en mesure d'améliorer l'offre, donc d'investir plus. Ce n'est pas que la puissance publique et l'État qui est appelé à améliorer ses possibilités de financement à travers une gestion plus rigoureuse de la dépense publique et en même temps en élargissant la marge budgétaire. Comment élargir la marge budgétaire? C'est d'élargir par, évidemment, une meilleure efficacité de la mobilisation de la ressource locale, notamment la ressource fiscale. Mais nous savons que dans les pays africains, la base fiscale reste extrêmement limitée, qu'elle soit sur les ménages ou qu'elle soit sur l'entreprise. Donc l'autre source de financement, c'est évidemment parfois les transferts de la diaspora africaine, qui joue un rôle extrêmement important dans la réduction des besoins de financement globaux de chacun des pays. Mais c'est aussi l'investissement international. L'ouverture, c'est l'investissement international, comme vous dites. Et l'investissement international, pas tout simplement celui qui vient des pays du Nord. L'Afrique, peut-être, notamment les pays excédentaires, notamment les pays qui ont une politique vigoureuse de l'investissement en Afrique, peuvent voir dans les pays africains des espaces où le potentiel de croissance est important, où les opportunités d'intervention sont élevées. Et donc, il y a une condition fondamentale pour que l'investissement, qu'il soit étranger ou qu'il soit interafricain, puisse être mobilisé avec une ampleur plus importante qu'il ne l'est aujourd'hui. Et il faut souligner qu'aujourd'hui, les IDE internationaux en Afrique ont eu tendance à baisser. Ça fait partie du mouvement international d'une certaine manière. Mais nous sommes dans une situation où nous dépendons peut-être de cette source aussi du financement. Parce que l'aide internationale est extrêmement limitée et puis en même temps elle est une aide liée. Donc par conséquent, le plus important, c'est celui de créer des flux d'investissement créateurs de richesses nouvelles. Et donc les IDE ou les investissements interafricains sont extrêmement importants pour aller vers un taux de croissance qui soit susceptible de faire face à des besoins des pays africains. L'un des problèmes auxquels se heurte aussi bien l'investissement international que l'investissement interafricain dans notre continent, c'est celui des conditions de la sécurisation. Tous les pays africains ont des traités d'investissement qui soient bilatéraux, ou ils ont adhéré à des traités continentaux, à des traités multilatéraux, qui ont un certain nombre de dispositions qui, évidemment, rassurent l'investisseur sur la relation de l'investissement à l'État et la relation de l'investissement à son partenaire, s'il est un partenaire africain. Or, on constate que ces traités n'assurent pas la confiance au sens désiré pour justement élargir la capacité de mobilisation de ces ressources enfin vers notre continent. Et il y a un pacte nouveau qui a été établi, un protocole ancien qui a été modifié, mais en intégrant un certain nombre de données extrêmement importantes, notamment sur la question de la responsabilité économique et sociale des entreprises qui investissent en Afrique, parce que souvent des grandes entreprises multinationales investissent en Afrique, mais dans un sens beaucoup plus d'absorber la ressource que de veiller à ce que cette ressource ait un impact sur les conditions de vie des citoyens. Donc la notion de la responsabilité économique et sociale de l'entreprise a été intégrée. La question de l'environnement, pour sauvegarder évidemment l'impact négatif, notamment dans le secteur minier, des investissements étrangers. Mais surtout la question clé maintenant qui est posée, c'est comment arriver à définir des protocoles qui permettent de régir les différends entre l'investisseur étranger, au sens large du terme, ou un investisseur africain dans un autre pays africain. Régir cette question de la sécurité, c'est lui garantir évidemment le retour des bénéfices. C'est aussi évidemment quand il y a un arrêt de l'activité, de rapatrier ces investissements. Et en même temps, surtout, insuffler plus de confiance entre les acteurs. Donc cette notion de la sécurisation de l'investissement est important. Et pour cela, tous les traités dans le monde passent par une décision. C'est celle de dire comment résoudre le conflit quand le conflit se produit. Quand il y a une tension,
peut la réguler par le dialogue, par l'échange, etc., par ce qu'on pourrait appeler les mécanismes de médiation classiques. Mais quand la tension devient une crise, il faut donc résoudre évidemment cette question pour rassurer les investisseurs potentiels à venir, et donc par conséquent, il y a des cours d'arbitrage. Alors, il y a beaucoup de pays africains considèrent que l'arbitrage doit relever de leur autorité. Et aujourd'hui, dans le monde, l'arbitrage se fait par des instances neutres à l'échelle mondiale, les cours internationales d'arbitrage sur les différends. Donc cette question n'a pas encore été résolue. Elle est dans la table, enfin, disons, de la négociation des chefs d'État africains sur laquelle ils doivent se prononcer pour que ce protocole, qui a été modifié sur beaucoup d'aspects positifs, pour assurer la sécurité des transactions et créer le meilleur impact éventuel de l'investissement étranger et le rendre plus attractif, puisse véritablement être accepté par les émetteurs de ces investissements en tenant compte enfin, d'une règle de confiance, comment régir les différends. Donc la question, ce n'est pas forcément d'attirer beaucoup plus d'investissements, mais aussi d'agir sur la question de la régulation et de la protection justement des investisseurs au niveau continental. Je reviens maintenant à une dernière question, c'est la notion du risque climatique qui est aujourd'hui prise de plus en plus au sérieux, et notamment dans le cadre de la réforme de la gouvernance économique mondiale. Comment cette réforme peut contribuer à mieux gérer et atténuer les répercussions sur les risques environnementaux, tels que les catastrophes naturelles, etc., sur le secteur financier? Il y a une question aujourd'hui extrêmement importante, c'est de considérer que le changement climatique, au-delà de ses effets sociaux, humains, déplacement des populations, détérioration de leurs conditions de vie, au-delà enfin, des risques qu'il produit en termes de changement enfin, de l'écosystème. Et évidemment, le changement climatique, il se manifeste par différentes dimensions, différents aspects. Je ne vais pas revenir trop là-dessus. Ce n'est pas uniquement la sécheresse, c'est la montée des eaux, c'est le risque de tremblement de terre. Bien. Ces risques, on fait face à ces risques qui deviennent de plus en plus importants et coûteux. Coûteux au sens de, pour pouvoir anticiper ces risques, il faut dépenser pour améliorer et renforcer la capacité de ces pays, notamment ceux qui sont les plus exposés à ce risque, à faire face à ce risque s'il se produit, à ces incertitudes climatiques si elles se produisent. Et au-delà enfin, de ces investissements, comment affecter ces investissements et dans quel secteur? S'il faut les affecter tout simplement pour des améliorations de prise en compte des risques climatiques à court terme, ou est-ce qu'il faut des politiques de moyen et de long terme qui doivent anticiper évidemment enfin, les risques naturels et les risques climatiques sur ces pays. Donc ça nécessite des politiques agricoles, des politiques industrielles plus adaptées évidemment à ce nouveau contexte. Donc il y a un besoin de ressources importantes. Et cette question de ressources était posée depuis déjà des années, enfin dans les grandes conférences internationales, notamment les COP 17, 18, etc. Et les pays développés se sont engagés à mobiliser un certain nombre de montants financiers à les répartir selon enfin, des modalités précises en fonction des pays les plus concernés, le ciblage à la fois des risques et en même temps le ciblage des pays qui sont exposés à ces risques. Mais souvent les pays développés n'ont pas respecté leurs engagements financiers. Il est vrai que les pays aussi concernés doivent faire un effort sur eux-mêmes. C'est-à-dire anticiper évidemment l'impact de ces risques et mobiliser la ressource disponible. Mais quelle est la ressource? La ressource, c'est celle du budget. Encore une fois, on voit que les politiques publiques et les politiques budgétaires vont faire face à un besoin pressant de mobilisation de ressources financières pour faire face à ces risques. Mais d'un autre côté, les systèmes bancaires aussi. Comment faire évoluer les produits financiers, le suivi des banques de ces secteurs à risque et en même temps créer les mécanismes et les conditions pour affecter au mieux les crédits de manière anticipative. D'où toute la question de comment jouer à la fois sur les ressources internationales et leurs mécanismes d'affectation en fonction des risques identifiés, des dégâts estimés et des pays les plus exposés, et comment mobiliser enfin les systèmes financiers des pays les plus exposés à faire face évidemment à des transformations de leur politique pour aller même vers une forme de décarbonation, parce qu'aujourd'hui enfin, la question enfin, des émissions enfin, est posée comme étant une question fondamentale dans les négociations internationales. Il y a eu un petit pas qui a été franchi lors de la COP qui se tenait à Sharm el-Sheikh en créant ce qu'on appelle enfin, le fonds
qui doivent faire face à des dommages et des dégâts enfin, dans les pays concernés. C'était un premier pas pour lequel, évidemment, les pays africains et les pays en développement de manière générale ont beaucoup combattu. Mais reste encore à définir d'où viendra la ressource pour ce fonds, comment enfin la mobiliser, quelles sont les parties qui vont contribuer le plus à ce fonds, comment enfin identifier les dégâts, comment les estimer, quels sont les critères que l'on va retenir pour prioriser à la fois les dommages et en même temps les pays exposés, etc. Il y a une commission qui a été établie à la suite de la rencontre de Sharm el-Sheikh qui en principe devrait définir des règles et des propositions qui seront examinées à la conférence future qui aura lieu aux Émirats. Mais ce n'est pas le seul mécanisme. Le mécanisme, c'est aussi de comment aujourd'hui mobiliser les grandes organisations financières internationales, les grandes institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI, les banques régionales, la BAD, etc., la BEI et j'en passe, pour faire en sorte qu'elles soient plus contributives à cet enjeu extrêmement global au niveau du mondial, mais dont les impacts les plus désastreux se produisent en Afrique. Parce que l'Afrique est la moins préparée. C'est ça un peu le paradoxe. L'Afrique, c'est le pays qui a contribué le moins à la dégradation de l'environnement mondial, on le sait. Mais en même temps, on lui demande, on la sollicite pour prendre en charge un certain nombre de risques sur lesquels enfin, elle est exposée. Et évidemment, enfin, les pays africains sont les plus exposés à ces risques, pas tout simplement des considérations climatiques ou géoclimatiques ou des écosystèmes, mais parce que leur capacité de résistance face à ces chocs est importante. Et une des faiblesses, c'est justement le manque de disponibilité pour financer des programmes qui soient des programmes de longue durée de restructuration enfin, de leurs économies. Donc aujourd'hui, c'est comment mobiliser de la finance climatique. Quand on dit de la finance climatique, c'est des produits financiers spécialement dédiés à des opérations liées à faire face à ces chocs. Et en même temps, comment sensibiliser aussi à la fois les ménages et les opérateurs économiques à ce risque. Et donc les banques ont un rôle extrêmement enfin, important. Au-delà de la politique publique qui doit sensibiliser, qui doit inciter par des mécanismes fiscaux ou par des mécanismes d'aide ou de subvention, c'est évidemment au système financier d'être partie prenante. Et peut-être que la capacité de mettre en relation les systèmes financiers nationaux avec les grandes banques internationales qui sont spécialisés dans l'accompagnement des politiques de développement. Peut-être aussi c'est une voie extrêmement importante, mais qui reste en cours à parcourir. Mais l'essentiel, c'est que les engagements soient effectivement suivis des faits. Parce que le grand risque, excusez-moi d'utiliser un peu ce terme, c'est qu'il y ait enfin, des engagements annoncés, mais non pas tenus, comme ça a été le cas pendant cette dernière décennie, en termes de ressources financières. Alors, à part le risque climatique, il y a aussi le risque qu'un gap technologique se creuse entre les pays du Nord et le continent africain. Quelles politiques gouvernementales peuvent être mises en place pour encourager, par exemple, l'investissement dans la formation, à l'éducation technologique en Afrique, et ainsi renforcer les compétences nécessaires pour tirer parti des avancées technologiques les plus récentes? Exact. On a souvent considéré que les questions technologiques, bon, enfin, l'Afrique a d'autres soucis. Hein. Elle a le souci d'améliorer la nutrition, elle a le souci d'améliorer son infrastructure d'accueil, elle a le souci de faire face au bien-être de ses citoyens. Les technologies, ça relève enfin des grands. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que notamment dans les technologies aujourd'hui les plus avancées, vous avez 3, 4, les États-Unis, la Chine, l'Europe encore, enfin, dans un certain nombre de domaines qui sont les pays les plus puissants dans je dirais, la prise en charge de ces enjeux technologiques, notamment les ruptures technologiques nouvelles qui se sont dessinées. Bien. Sur la biotechnologie ou sur l'intelligence artificielle, pour ne citer aujourd'hui, ou sur le numérique, pour ne citer que ces 3 domaines, enfin parmi les plus importants, il y en a d'autres. Aujourd'hui, l'Afrique, on commence à se dire, bon, l'Afrique, elle a un potentiel. Et souvent dans ce débat sur comment l'Afrique peut faire face à ces enjeux technologiques, il y a des points de vue qui sont très optimistes, à mon avis. Ce que j'appelle moi, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le débat, c'est les techno-optimistes.
Avant, on disait les afro-optimistes et les afro-pessimistes. Aujourd'hui, en Afrique, on parle des techno-optimistes et des techno-pessimistes. Ceux qui vous disent, regardez ce qui se passe. Hein, le mobile et la pandémie, les start-up et les fintech, les cités technologiques qui se créent dans un certain nombre de villes, de capitales, Kigali, au Kenya ou autres, etc. Les capacités enfin, des ingénieurs, de la ressource humaine africaine à faire partie même disons, enfin, des acteurs ou des penseurs et en même temps, enfin, surtout des ingénieurs les plus formés, les plus compétents dans le monde, etc. On peut lister beaucoup d'indicateurs pour dire effectivement, il y a des signes où l'Afrique n'est pas totalement à l'écart, n'est pas marginalisée, n'est pas dans une situation d'observation. Hein. Il y a des réactions. Mais en même temps, il y a ceux qui vous disent attention, si on analyse la position de l'Afrique par rapport, laissons de côté les grands, par rapport des pays de revenus intermédiaires, sur la question des brevets, sur la question du design, sur la question, surtout enfin, des brevets en même temps, enfin, des essais industriels, etc., elle est loin de... Même si de temps en temps on va pointer une innovation ici ou une innovation là. Donc entre les deux dimensions, entre les deux approches, de la techno-optimiste et techno-pessimiste, je pense qu'il y a comme c'est le verre plein à demi-verre, le verre à demi-plein et à demi-vide, il faut trouver enfin le juste milieu pour mieux raisonner sur les capacités de l'Afrique et améliorer les capacités de l'Afrique à faire face à ces défis. C'est-à-dire, comme vous dites, en termes de formation, en termes d'infrastructure, en termes de système d'innovation technologique. Et sur ces questions, ce n'est pas uniquement l'État ou la puissance publique qui doit concevoir des politiques scientifiques et technologiques dans leur fondement et en même temps les plus appropriés à leur réalité, mais faire participer ceux qui sont susceptibles d'être les acteurs de l'innovation, c'est-à-dire les chercheurs, c'est-à-dire les universités, d'appliquer enfin le secteur privé, d'un financement qui ne peut pas venir que d'un financement public, etc. Donc c'est cette politique d'ensemble, en mettant l'accent sur quelles sont les priorités aujourd'hui de l'Afrique. Certains vous disent oui, aujourd'hui la priorité de l'Afrique c'est clair, c'est le numérique. C'est l'enjeu le plus fondamental. Parce que, effectivement, c'est une question générique, j'allais dire, de l'ensemble des autres inventions qui peuvent découler du numérique. Bon, sur la question du numérique, que fait aujourd'hui l'Afrique ? C'est vrai qu'en termes d'Internet, de débit, etc., il y a des améliorations d'infrastructures, c'est clair. Dans un certain nombre d'innovations technologiques, elle est présente, comme je citais le cas tout à l'heure des fintech ou du mobile, etc. Mais la question est de savoir si l'Afrique, je ne voudrais pas utiliser un terme qui est souvent utilisé, la souveraineté numérique. Je dirais une forme d'autonomie numérique. Hein. Autonomie numérique, c'est-à-dire être en mesure de discuter avec les grands, pas seulement sur l'infrastructure, la bande passante, à comment on la finance et comment on l'active, etc., mais être dans le contenu, être dans les bases de données, être dans toute la réflexion sur les algorithmes, etc., créateurs de mécanismes, disons, enfin, d'innovation nouvelle. C'est cette capacité de l'Afrique non pas être un consommateur de la technologie, mais être un acteur de la technologie. Or, pour être un acteur de la technologie, vous avez besoin d'une politique du numérique structurée qui définit presque un maillage de votre territoire en termes d'accès à l'Internet, d'accès aux bases de données, etc., mais qui en même temps enfin, nécessite, sur les protocoles, sur la question enfin, du grand débat aujourd'hui, et c'est un débat entre les grands, hein, vous le savez, entre la Chine et les États-Unis. L'Europe essaye de se positionner sur cette question. Elle appelle l'Afrique à collaborer autour d'intérêts communs. Mais au fait, aujourd'hui, la technologie, c'est aussi une question de normes. Ce n'est pas uniquement une question de biens ou de services. Quel est le producteur des normes, régulateur enfin, de cette technologie? C'est évidemment les grands. Et donc, par conséquent, aucun des pays africains ne peut être en mesure de relever le défi de la technologie et du numérique seul. Même si il fait des pas
du point de vue de la réglementation, du point de vue de l'infrastructure et du point de vue de la capacité de formation de ces élites ou dans ces personnels. Il y a un enjeu qui, à mon avis, est extrêmement important. On le dit d'ailleurs dans le texte, c'est comment l'Afrique peut-elle créer un marché unifié et unique du point de vue numérique. Et créer un marché unifié, c'est aussi négocier des normes communes. Peut-être avec l'apport et l'assistance d'autres pays ou d'autres partenaires, mais faire très attention parce que le marché numérique africain est un marché immense du point de vue humain et qui est convoité par beaucoup de partenaires internationaux, l'Europe, mais pas que, la Chine notamment. Donc il y a toute une politique du numérique sur laquelle il faudrait réfléchir, pas seulement en termes d'infrastructure, mais en termes de marché avec ses réglementations et ses normes, pour faire en sorte que l'Afrique, aujourd'hui et demain, dans les grandes négociations internationales, puisse parler encore une fois d'une même voix sur cette question. Monsieur Jaidi, merci beaucoup pour ces idées et ces informations passionnantes. Vous, chers téléspectateurs, vous retrouvez toutes ces informations sur les défis du continent africain d'un point de vue économique, mais aussi politique, au site du Policy Center for the New South. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup.